Merci Monsieur Goesgen. La parole pour le groupe de La République En Marche est à Madame Stella Dupont. Pour une durée de 10 minutes. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Madame et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ce débat est l'opportunité de faire le point sur les forces, mais aussi sur les fragilités de notre politique migratoire et d'en tirer des enseignements pour penser l'avenir. Il m'incombe de concentrer mon propos sur le contexte européen des politiques migratoires. Il n'est certes pas simple d'accueillir, mais nous en sommes capables. C'est d'ailleurs de notre aptitude à accueillir avec respect et dignité que dépendra notre humanité et notre modèle de société. Ce temps de débat doit donc être un temps de réflexion sur ce que nous sommes aujourd'hui et sur ce que nous voulons être demain. Car face aux évolutions à l'échelle mondiale, de la démographie, de l'économie, de l'environnement, les migrations sont un enjeu majeur et incontournable du XXIe siècle. L'immigration tient depuis toujours une place importante dans notre pays. Forte de ses apports, la France s'est développée et a grandi en tant que nation. La question migratoire est avant tout une question de société qu'il faut appréhender en toute objectivité, en s'appuyant sur la recherche, en sciences sociales notamment, pour apporter des réponses collectives, adaptées et partagées. Nous devons veiller à ce que les données chiffrées ne soient pas instrumentalisées, dans un sens comme dans l'autre. Alors que le nombre de demandes d'asile diminuait au niveau européen entre 2017 et 2018, il a augmenté en France, faisant de celle-ci le deuxième pays européen d'accueil, en valeur absolue, comme l'a rappelé Monsieur le ministre. Et je tiens à relativiser ce chiffre parce que quand on le rapporte à la population totale de notre pays, eh bien dans ce cas, la France est classée au 9e rang des pays européens. 9e rang seulement. Il n'y a pas de submersion. Il n'y a pas de submersion. Je crois que ce phénomène d'accroissement de la demande d'asile dans notre pays est en outre lié à la question de l'immigration économique. Une meilleure politique en la matière limiterait immanquablement le nombre de demandes d'asile. Ensuite, nous nous devons de faire attention aux raccourcis et aux amalgames. Ne sous-estimons pas le pouvoir des mots. Le programme d'En Marche, sur la base duquel notre majorité a émergé, met en avant la volonté de faire de la solidarité un ensemble central de notre politique. Renforcer la solidarité, c'est tenir bon sur les principes qui sont les nôtres. Et je pense notamment à l'universalité de la protection sociale et à l'exemple de l'aide médicale d'État, l'AME, qui est régulièrement critiquée. Et nous y sommes particulièrement attachés, comme l'a rappelé Madame la Ministre, car c'est un enjeu de santé publique. L'Union européenne s'est elle aussi construite autour de la volonté d'instaurer une plus grande solidarité entre ses États membres. Une politique migratoire européenne, globale et concertée est essentielle. Elle doit être inscrite dans une perspective d'avenir et non pas d'urgence, permettant un haut niveau de protection et des conditions d'accueil dignes partout en Europe. Or, nous, pays de l'Union, sommes face à des difficultés pour trouver un consensus sur ces sujets. Sur l'asile, les accords de Dublin ont été signés dans les années 90, en même temps que la mise en place des accords Schengen. Leur objectif était d'assurer un équilibre entre la liberté de circulation et la gestion des migrations. La règle est claire, l'État responsable de la demande d'asile est celui qui a laissé entrer la personne dans l'espace européen, même si cette personne ne souhaite pas solliciter l'asile auprès de cet État. De fait, l'Italie, l'Espagne, la Grèce, Malte, etc. sont les premiers pays responsables de la demande d'asile. Malgré une application rigoureuse de ce règlement par la France, ce système échoue à orienter et à accueillir de manière digne et pragmatique les personnes qui demandent l'asile au sein de l'Union européenne.
On peut aisément trouver 3 causes à cet échec et à l'existence de mouvements secondaires au sein des États européens. 1. Le système Dublin ne tient pas compte du projet personnel des personnes demandant l'asile, de leurs attaches familiales, communautaires, culturelles ou linguistiques. 2. Les demandeurs d'asile n'ont pas les mêmes chances d'obtenir une protection selon l'État européen dans lequel ils déposent leur demande. 3. Ce système est inéquitable puisqu'il fait peser une très lourde charge sur les pays d'entrée de l'Union européenne. Aussi, la procédure Dublin est un échec du point de vue des personnes exilées qui sont précarisées, du point de vue des sociétés d'accueil, car ce système est inutilement coûteux, et enfin, du point de vue de l'Union européenne, car il crée un déficit de confiance et de solidarité entre les États membres. Nous pensons donc nécessaire d'envisager une refonte profonde de la procédure de demande d'asile en Europe. Notons que le préaccord conclu à Malte sous la responsabilité de Monsieur le ministre de l'Intérieur contourne le traité de Dublin et c'est une avancée notable. Si cet accord était appliqué, les migrants sauvés en mer ne seraient plus à la charge du pays de première entrée, mais répartis, orientés vers les pays co-signataires de l'accord. En effet, sortir de Dublin nécessite une solidarité et une responsabilité pleinement partagées. Comme l'a évoqué le président de la République la semaine passée à l'occasion de son discours devant le Conseil de l'Europe, nous devons renforcer la responsabilité et la solidarité des États membres de l'espace Schengen et plaider pour une harmonisation des politiques migratoires au niveau de l'Union, en recherchant autant que possible une harmonisation vers le haut. Prenons l'exemple du statut des autorités en charge d'octroyer la protection aux demandeurs d'asile. Selon les pays, ces autorités ne sont pas forcément indépendantes. En France, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'OFPRA, est doté d'une indépendance fonctionnelle depuis 2015. L'indépendance de l'OFPRA, garantie par la loi, est une pierre angulaire du respect du droit d'asile. La consécration législative de cette indépendance a procuré une forme d'étanchéité des décisions d'asile au regard des impératifs de notre action diplomatique protectrice de cette dernière. Et je suis totalement opposée à la mainmise politique d'un gouvernement sur l'asile, surtout après avoir entendu les propos extrêmes des Républicains tout à l'heure. L'OFPRA connaît un taux de protection plus important que celui de ses corollaires européens, non indépendants du pouvoir politique. Cela est la cause d'une forme de dumping asilaire. Ainsi, l'harmonisation vers l'indépendance fonctionnelle et une reconnaissance mutuelle des décisions des offices, voire la création d'une agence de l'asile européenne, semble nécessaire. De nombreuses demandes d'asile en France sont issues de ressortissants provenant de pays dits d'origine sûre. Il ne faut pas négliger le fait que dans ces pays, certains groupes sociaux font encore l'objet de persécutions, et je pense notamment aux membres de la communauté LGBTI. Ils ont besoin d'être protégés, chers collègues, ne vous en déplaise, ils ont besoin d'être protégés. Force est de constater que les procédures devant l'OFPRA, si on y ajoute le recours devant la CNDA, restent trop longues, malgré une augmentation des ressources humaines significative. Ces délais questionnent et il faut analyser la situation pour être en mesure d'y apporter une réponse adaptée et respectueuse des conventions internationales qui régissent le droit d'asile. Par ailleurs, l'Union met l'accent sur la coopération avec les pays dits tiers, comme la Turquie et la Libye, au travers de partenariats pour la mobilité ou d'accords de réadmission. Des aides financières importantes sont souvent dans la balance des négociations. Il me semble que l'aide au développement ne peut être une monnaie d'échange. Ainsi, elle doit s'inscrire dans une politique globale de réduction des inégalités, et Monsieur le ministre en a redessiné les contours tout à l'heure. Lors de son discours devant l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, le président de la République a dénoncé les traitements inhumains et dégradants
auxquels sont soumis les migrants en Libye. Aussi, je recommande que l'on mette un terme aux accords avec la Libye tant que ces traitements humains perdurent. On le sait, le phénomène migratoire va se poursuivre à l'échelle de la planète et vers l'Europe. Le changement climatique vient aujourd'hui s'ajouter aux facteurs de migration que nous connaissons déjà. Aussi, aujourd'hui, plus que jamais, nous devons accepter que les migrations feront partie de notre avenir. Le tout est de préparer la France et l'Union européenne à ce phénomène afin d'éviter de subir de futures crises migratoires. Pour terminer, je veux vous dire que dans un contexte de montée de la xénophobie et des populismes menaçant les valeurs communes de l'Union européenne, celle-ci doit pleinement contribuer à déconstruire les peurs et à apaiser. Nous devons concevoir les défis en matière d'immigration comme une opportunité d'être proactifs tout en démontrant que les principes sur lesquels notre pays et l'Union européenne se sont constitués sont toujours d'actualité. Unis dans la diversité, telle est la devise de l'Union européenne. Merci. Merci. Merci beaucoup, Madame Stella Dupont.